La Russie deviendrait-elle le deuxième pays à abriter les tueurs en série les plus prolifiques après les États-Unis? Ces deux grandes nations rivalisent dans l'horreur, tant les crimes sordides sont nombreux. Ce qui est sûr, c'est que durant les décennies 1990 et 2000, l'ex-URSS a recensé des criminels particulièrement terrifiants. Il y a eu Tchikatilo et ses infanticides, Pichouchkine, le maniaque au marteau et ses 48 victimes, et il y a Mikhail Popkov et ses 80 féminicides. Popkov est surnommé le loup-garou d'Angarsk, un pseudonyme qui évoque d'atroces abominations. Entre 1992 et 2010, il sème la mort de manière spectaculaire. La police scientifique a beaucoup de mal à identifier les cadavres, tant Popkov s'est acharné sur ses victimes. Des corps mutilés au couteau, à la batte de baseball, ou à la cisaille, ou encore au tournevis. Mikhail n'a pas de mode opératoire bien précis. Il tue pour le plaisir. Il massacre avec ce qu'il a sous la main. Sa carrière de tueur en série durera 20 ans. S'il est parvenu à échapper aussi longtemps aux mains de la justice, c'est parce qu'il possède une arme secrète, un joker, son uniforme de police. À la fois policier et criminel, ce psychopathe aura semé le trouble de longues années parmi les forces de l'ordre. Nous sommes en 1992 et la Russie peine à se remettre de la chute de l'URSS. Un grand bouleversement pour les politiques, mais surtout pour les citoyens, qui subissent de plein fouet la crise économique. Les répercussions de ce changement sont palpables, jusque dans les régions les plus reculées du pays. Nous sommes en octobre 1992 et dans la ville d'Angarsk, située dans la région sibérienne de Irkoutsk, un cadavre est retrouvé dans un bois. Le corps est vaguement dissimulé par quelques branches. Visiblement, le tueur ne cherchait pas vraiment à ce que sa victime ne soit pas retrouvée. Le sentier est à quelques pas de là. C'est un promeneur malchanceux qui passait par là et qui vient de tomber sur la jeune femme. C'est seulement grâce à sa poitrine nue qu'il peut identifier le sexe de la victime, tant le visage est massacré. Le crâne est brisé. Quelques morceaux de cervelle sont dispersés dans la neige, fondus par endroits par le sang chaud. L'abdomen est grossièrement transpercé de toutes parts. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils découvrent une pièce d'identité. La victime s'appelle Yelena. Elle laisse derrière elle des enfants en bas âge. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la jeune femme avait fait la fête la veille. Ses amis ont voulu la convaincre de rester chez eux, mais elle a préféré rentrer à pied, sa maison n'étant qu'à quelques kilomètres. Pour aller plus vite, elle a décidé de couper par la forêt en pleine nuit. À cause de l'alcool, elle ne s'est pas rendue compte que quelqu'un la suivait. Les arbres et l'obscurité peuvent dissimuler n'importe quelle bête. Yelena a été une proie facile. Malheureusement, il n'y a ni indice, ni empreinte. L'enquête s'arrête là. Yelena est la première d'une très longue liste. De Angarsk à Vladivostok, des cadavres de jeunes filles et de femmes sont retrouvés un peu partout, dans les bois, dans les fleuves, dans les fossés ou le long d'une voie ferrée sur une distance de près de 4000 kilomètres. L'assassin est un homme qui se déplace énormément. Mais les morts, ce n'est pas ce qui semble pour le moment préoccuper la police, surtout jusqu'au milieu des années 90. Pourtant, certaines victimes sont très jeunes. L'une d'entre elles n'a que 14 ans et une autre 16. Toutes sont mutilées, presque méconnaissables. Et à chaque fois, il n'y a pas d'indice. Les policiers n'ont pas le temps de monter les dossiers, même si quelques-uns des proches des victimes le réclament. De toute façon, les familles à demander justice sont peu nombreuses. La plupart des femmes ne semblaient pas avoir beaucoup de contacts. Certaines sont des prostituées qui ont leur clientèle dans la région de Irkoutsk. Le tueur serait-il l'un de leurs clients? Les policiers classent rapidement chaque affaire en déclarant qu'il s'agit là de l'œuvre d'un fou, d'un détraqué.
L'ex-URSS voit croître un nombre incalculable de faits de violence dans tout le pays. Les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses pour résoudre toutes les enquêtes, en particulier dans les régions reculées de Sibérie. La chasse aux loups-garous d'Angarsk est très loin d'être ouverte. Les enquêteurs sont beaucoup plus intéressés par les affaires de trafic de drogue, les bagarres entre gangs ou les braquages de banques, que par de petits faits divers impliquant des femmes bien souvent isolées. Jusqu'en 1998, ce sont plus de 30 corps mutilés qui sont retrouvés. Des féminicides qui pourraient être imputés à des disputes conjugales qui auraient mal tourné. Qui veut y croire? Pourquoi personne ne veut s'engager sur la piste d'un désaxé? L'administration russe est encore trop fière pour avouer abriter des malades mentaux. Pour les communistes, les tueurs en série ne peuvent qu'appartenir au système capitaliste. Le gouvernement se voile la face. Pourtant, dans ce vaste pays, on compte par centaines les victimes de l'alcool et de la prostitution. C'est le témoignage d'une rescapée qui va enfin faire réagir la police et permettre aux enquêteurs d'avancer sur leur travail. Elle s'appelle Svetlana. Elle a 18 ans. Il est 21h à Angarsk et en plein mois de janvier 1998, l'atmosphère est glaciale. Svetlana essaye de rentrer chez elle par le dernier tramway, mais elle le manque de peu. Il ne lui reste plus que la marche pour rejoindre sa destination. En pressant le pas, elle pourrait être rentrée dans une demi-heure. Le problème, c'est que la route est très mal éclairée. Ce n'est pas facile de se repérer et surtout de marcher très vite sans tomber. Les routes et les trottoirs débordent de neige. Et la neige, c'est ce qui va lui permettre de savoir qu'elle est en danger. En arrivant aux abords d'un restaurant, elle entend clairement le craquement significatif de la neige derrière elle. Le bruit provoqué par les bottes d'un inconnu se rapproche de plus en plus. Svetlana en a la chair de poule. Elle est prise d'une panique soudaine. La faible lumière, le froid et les rues désertes entretiennent une ambiance bien particulière. Lorsqu'elle se retourne, elle fait face à un homme dont elle ne distingue pas bien le visage. Celui-ci lui propose de la raccompagner. Svetlana transit de froid et suspicieuse, mais accepte la proposition. Alors qu'elle suit l'individu jusqu'à son véhicule, elle ne se rend pas bien compte du danger. Elle monte à l'avant, l'homme roule sur plusieurs kilomètres, et soudain, lui assène un violent coup sur la tête avec un objet lourd. La jeune fille est sonnée, mais pas complètement assommée. Elle sent tout ce que l'homme est en train de lui faire après l'avoir sorti du véhicule et traîné sur plusieurs mètres par les cheveux. Les coups pleuvent. Elle sent ses mains essayer de lui arracher le pantalon. Elle devine qu'elle va se faire violer. Elle ne peut pas en supporter davantage et se met à hurler, quitte à ce qu'elle reçoive d'autres coups après. L'homme la jette à nouveau dans la voiture et roule jusqu'à un bois où il balance le corps contre un arbre. La tête de l'adolescente cogne contre le tronc d'un arbre. Elle ne bouge plus. Cette nuit, le loup-garou choisit d'abandonner sa proie. Svetlana est une miraculée. Le lendemain, elle se réveille à la morgue. Le médecin légiste est stupéfait. Le froid a tellement ralenti son rythme cardiaque qu'on a pensé que Svetlana était morte. Mais elle est bien vivante, nue sous une couverture. La morte revenue à la vie a des choses à raconter à la police. Les autorités locales s'engagent à mener une enquête, mais elle ne les conduit pas bien loin. L'arrivée du nouveau millénaire ne semble pas motiver les enquêteurs à rechercher un tueur possédant un véhicule et qui connaît certainement bien la région. Des profils comme celui-là, il en existe des milliers dans le secteur d'Angarsk. De plus, le seul indice qu'il possède sur le physique de l'homme, c'est sa carrure très sportive. De nombreux membres de gang ont aussi un physique très musclé. Ils se disent alors qu'ils finiront par l'arrêter par hasard lors d'une descente. En attendant, les morts continuent à se compter par dizaines. Parfois, on retrouve les cadavres des mois après les faits. La rudesse de l'environnement et la géographie particulière des lieux n'arrangent rien. Le froid conserve bien les chairs, mais pas les potentiels indices, ni les empreintes de bottes.
Le médecin légiste rédige quantité de rapports. Tous se ressemblent. Jeune femme de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans, multiples fractures sur la boîte crânienne, multiples contusions sur tout le corps, chair transpercée en plusieurs endroits. Alors que les investigations semblent à l'arrêt, la mère de Svetlana se bat pour faire bouger les choses. Sa fille souffre à présent d'amnésie partielle suite aux nombreux coups qu'elle a reçus. La procureure d'Angarsk est sensible à la situation. Elle donne sa parole et veille à ce que la police russe fasse son travail. Pour pouvoir découvrir de nouveaux éléments, les enquêteurs emploient une méthode bien particulière. Svetlana est entendue plusieurs fois à l'occasion de séances d'hypnose qui seraient bénéfiques pour faire parler l'inconscient, et cela semble fonctionner. Elle donne de nouveaux éléments, beaucoup plus précis. Elle se souvient de la manière dont elle a été soulevée, comment il lui a tenu les poignets fermement, dans le dos et sa façon de se tenir. Il imite une allure de militaire ou bien de policier. Cette dernière déclaration fait l'effet d'une bombe parmi les forces de l'ordre. Il n'est pas question qu'un de leurs camarades soit suspecté de quoi que ce soit. Il y a une certaine forme de solidarité parmi tous ces hommes. La procureure d'Angarsk insiste pour que l'enquête soit menée au sein des différentes unités. Parmi eux se trouve Mikhail Popkov. L'interrogatoire est une simple formalité. Aucune investigation de fond n'est vraiment menée. L'enquête s'arrête là. Toutefois, quelques policiers honnêtes se mobilisent et dénoncent aux autorités compétentes le laxisme dont leurs collègues ont fait preuve. Le préfet d'Irkoutsk tape du poing sur la table et envoie un homme prénommé Nikolai pour vraiment prendre en charge la situation. Ancien homme de terrain devenu magistrat, c'est une personnalité très respectée. Il est parvenu à résoudre plusieurs affaires criminelles sous l'ancien système politique. C'est une sorte de Colombo qui aurait pu faire une brillante carrière de détective privé. Nikolai débarque au commissariat d'Angarsk en novembre 1998. Il n'en revient pas lorsqu'il découvre le dossier complètement vide. C'est à peine s'il y a quelques comptes rendus des interrogatoires des policiers. Il décide de prendre les choses en main, en solo. En un mois, avec les maigres indices dont il dispose, il parvient à dresser un portrait plausible du tueur. Il rentre dans des détails les plus fantasques, tout en restant ancré dans la réalité. Le tueur serait un homme de moins de 40 ans qui se déplace toujours en voiture, aborde des femmes affaiblies par l'alcool. Il pratique la course à pied, la gymnastique, passe le plus clair de son temps dans une salle de musculation, a une santé de fer et est surtout très discret. Il n'a pas beaucoup d'amis et préfère la quiétude des bois la nuit. D'ailleurs, il connaît tellement bien la région qu'il peut se déplacer sans aucune difficulté hors des sentiers battus, sans jamais se perdre. Psychologiquement parlant, c'est un misogyne qui semble en vouloir énormément aux femmes, probablement un mari qui a été trompé ou un célibataire qui n'a jamais connu l'amour. Peut-être bien que les jeunes filles de son âge, lorsqu'il était au lycée, lui en faisaient voir de toutes les couleurs. Ou peut-être était-il puceau lorsqu'il a commis son premier viol. Car les mentions de viol reviennent très régulièrement dans les rapports du légiste. Et puis, quelques semaines plus tard, il finit par conclure que le tueur est sans doute un policier. Face à ces accusations, qui déplaisent, le brillant magistrat est démis de l'enquête. C'en est donc fini de l'affaire du loup-garou d'Angarsk. Plus personne n'est motivé pour l'arrêter. Le monstre a le champ libre, il peut enchaîner les viols et les meurtres, ce dont il ne se prive pas. Sur la route d'Irkoutsk, entre 1999 et 2000, des corps de jeunes filles sont retrouvés découpés en plusieurs morceaux. Elles ont été 2 à subir le même sort en même temps. Les corps sont tellement massacrés qu'on interdit aux familles de regarder les visages de leurs filles une dernière fois avant qu'elles ne soient enterrées. Cette région de la Sibérie subit un traumatisme sans précédent.
cela n'empêche pas les autorités locales de détourner le regard des drames. Pendant que les mères pleurent leurs filles, les policiers continuent leur ronde habituelle. Pourtant, ces dernières savent que le tueur est un des leurs. Une nouvelle rescapée l'affirme. Incapable de marcher, à moitié amnésique, elle révèle sous hypnose que son agresseur lui a montré une carte de police. L'information parvient aux oreilles de la population locale. Les policiers doivent faire quelque chose s'ils veulent échapper à l'émeute. Les esprits sont déjà bien échauffés depuis la découverte du cadavre des adolescentes quelques années plus tôt. Le chef de la police relance les interrogatoires. Mikhail Popkov est reçu à nouveau. Il se montre aussi discipliné qu'à son habitude. Tout ce qui lui importe, c'est l'ordre, rien de plus. Sa tenue est toujours impeccable, ses collègues n'ont jamais rien à lui reprocher. C'est un excellent travailleur avec un sens aigu de la justice. Il a ce fameux physique d'athlète, mais c'est pour mieux assurer la sécurité des citoyens. Véritable homme à tout faire, c'est un combatif qui n'hésite pas à courir au-devant du danger. Son profil ne semble pas du tout correspondre à celui d'un tueur en série. En effet, Mikhail Popkov est un policier avec une vie bien rangée. Il a une femme et une fille. D'ailleurs, sa femme dira que c'est un excellent père qui veille à ce que son enfant connaisse le meilleur parcours scolaire possible. En fouillant dans son passé, on ne trouve absolument rien. Popkov n'a subi aucun traumatisme. Il a un parcours tout à fait classique de policier, ayant démarré dans un petit commissariat de quartier pour finir au commissariat central à la fin des années 1990. L'interrogatoire est vite plié et le chef de la police le laisse repartir sans vraiment faire attention à deux importantes informations. La première est très personnelle. Elle concerne un problème d'ordre sexuel que sa femme aurait confié aux enquêteurs. Mikhail Popkov y vit très mal son impuissance depuis qu'il a contracté la syphilis. Une érection anormale l'empêche d'avoir une vie sexuelle épanouie. La deuxième information concerne son emploi du temps. Chargé de conduire les véhicules, il s'absente régulièrement lors des gardes de nuit, prétextant des problèmes familiaux. Les autorités tenaient leur monstre et ils ont préféré le relâcher. Depuis qu'il a été interrogé, Mikhail Popkov sent que certains de ses collègues commencent à le voir différemment. L'agent de police est de moins en moins sûr de lui. Parfois, il commet même des erreurs, comme ce badge de policier qu'il perd durant l'un de ses crimes. Puisqu'il est chargé de conduire les véhicules de police, il parvient à s'échapper quelques instants pour récupérer son badge avant de ramener ses collègues sur la scène de crime, là où deux autres adolescentes ont été encore une fois massacrées. En 2002, à la surprise générale, il remet sa démission. Lorsqu'on lui demande les raisons de son départ aussi précipité, il évoque simplement le fait qu'il ne se sent plus en sécurité, que le monstre d'Angarsk lui fait très peur. Il ne veut surtout pas que cette affaire porte préjudice à sa famille. Cette maigre excuse semble suffire. Le nouveau millénaire est plus violent que le précédent. Les dépressions nerveuses au sein de la police sont de plus en plus fréquentes. Le gouvernement de Poutine demande des comptes et exige que les forces de l'ordre soient de plus en plus fermes avec les criminels. Quelques années plus tard, après avoir tenté une brève carrière d'ouvrier dans une usine pétrochimique, Popkov met ses compétences dans la conduite de véhicules au service d'une société de vente de voitures d'occasion. Ses missions le mènent jusqu'à Vladivostok, à plus de 4000 km de son domicile. Profitant de sa solitude sur les routes, il continue ses crimes. Le loup-garou d'Angarsk a migré vers l'est. Il s'absente des semaines entières et les meurtres dans cette région correspondent à ses déplacements. Le problème, c'est que personne n'est là pour relever cette concordance. En tout cas, pas pour le moment. En 2005,
l'équivalent du FBI en Russie, se charge de l'affaire. Le champ d'action du criminel n'a pas échappé au regard des enquêteurs. Ils établissent une liste de plus de 30 000 suspects. Un travail titanesque sur plusieurs années. Il faut trouver une méthode, faire une sélection, sinon le tueur leur échappera à nouveau. Ce n'est qu'en 2010 que la liste des suspects est réduite à 600. Les tests ADN s'enchaînent par ordre alphabétique. En mars 2012, il en arrive enfin à la lettre P. Et sans surprise, Popkov est appelé à se faire tester au commissariat d'Irkoutsk. L'ancien policier espère encore passer entre les mailles du filet. De toute façon, il n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Fuir, c'est avoué. Et le 29 juin 2012, il est arrêté à la gare de Vladivostok. C'est la fin d'une carrière criminelle longue de 20 ans. Sans le précieux témoignage de 2 rescapés, Popkov n'aurait peut-être jamais été arrêté. Maintenant, il faut le relier à chacun des crimes. D'abord, on le reconnaît coupable pour le meurtre de 2 femmes, sur lesquelles ses empreintes génétiques ont été prélevées, dont une sur un préservatif oublié. Bien qu'il soit au fait des indices à ne surtout pas laisser, l'ancien policier a commis des erreurs. Il n'y a pas de crime parfait. Puis on finit par lui attribuer 83 meurtres. Il pourrait bien en avoir tué plus d'une centaine. Malheureusement, certains cadavres ayant été retrouvés dans un état trop dégradé, il était impossible de prélever la moindre trace d'ADN. C'est seulement grâce aux aveux de Popkov que 83 victimes ont finalement pu être identifiées. Mikhail Popkov a été reconnu responsable de ses actes. Ce n'est pas un psychopathe. C'est un homme en pleine possession de ses moyens, avec une certaine tendance au sadisme. Il tue simplement par plaisir. Ainsi, Popkov n'échappe pas à la prison à vie. L'attitude de la police russe n'échappe pas non plus au jugement de l'opinion publique. Ce n'est pas la première affaire criminelle qui révèle les erreurs de procédure d'une police corrompue. Les autorités locales se justifient par le déchaînement de violence dans les rues d'Angarsk, la difficulté de pouvoir mener à bien une enquête dans de telles conditions. Il faut dire aussi que la région d'Irkoutsk ne bénéficie pas non plus des aides de Moscou. Elle est bien trop petite pour que le Kremlin se souvienne de son existence. Depuis la chute du bloc de l'Est, les policiers vivent les pires moments de leur carrière. Cela ne suffit pas à calmer la colère des familles qui continuent encore à demander que justice soit faite. L'affaire Mikhail Popkov a permis de mettre en lumière toutes les incohérences au sein d'une brigade criminelle. D'abord, l'aveugle solidarité qui existe entre les agents de police, au mépris des preuves flagrantes. Une autre difficulté est tout de même à souligner. Mikhail Popkov a, à de nombreuses reprises, participé aux enquêtes sur ses propres crimes. Un double jeu qui lui aura permis de dissimuler de nombreux indices. À cause de la nature abjecte de ses crimes, le loup-garou d'Angarsk sera qualifié de pire tueur en série de l'histoire russe. Pas seulement parce qu'il détient le triste record du plus grand nombre de victimes, mais parce qu'il a fait preuve d'un sadisme inégalé. Aux policiers, aux journalistes et même aux familles des victimes, il déclare sans gêne que ce qui le motivait le plus dans ses crimes, c'est la peur dans les yeux de ses victimes. Il ne demandera jamais pardon.